y aura une lecture par notre lauréat d'un extrait ou de 2 extraits de son roman, sur lequel on va quand même revenir. Puis, Dominique Berly, qui est monsieur Livre à la ville, qui est conseiller culturel de la ville de Genève, qui était membre du jury, vous dira quelques mots sur les activités de la ville en matière de livres et d'édition, et surtout remettra au lauréat le prix qui est offert par la ville de Genève. Et puis ensuite, comme c'est une soirée qui se veut un peu littéraire, vous aurez peut-être médité les extraits de Guillaume Rys, eh bien, je pense que vous pourrez peut-être lui poser des questions, si vous en avez envie, avant que ce que j'ai appelé, malgré le temps froid, mais on ne pensait pas qu'il ferait si froid, un rafraîchissement, mais il fait bon ici, il fait bon chaud, vous soit servi. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le prix de la ville de Genève, offert par la ville de Genève de la SGE, c'est qu'il se décerne sur manuscrits anonymes. Et ça, c'est la première chose importante. La plupart des prix littéraires se décernent sur des livres imprimés. Donc, vous connaissez l'auteur, vous connaissez l'éditeur, et puis il y a chez les éditeurs, et parfois même chez les auteurs, une sorte de ranking, pour parler français, c'est-à-dire qu'on sait à qui on a affaire, et en conséquence, l'amitié, la faveur, les affinités électives, on ne va pas dire d'autre chose, font que tel ou tel reçoivent le prix. Rien de tel chez nous, puisque le prix est décerné à des manuscrits anonymes. Alors, tous les 4 ans, c'est le roman. Je précise que le dernier lauréat du roman est quelqu'un dont vous avez entendu parler, et je souhaite à Guillaume Rys d'avoir à peu près le même succès, c'est Joël Dicker, qui d'ailleurs a eu son prix pour le premier roman qu'il avait écrit, et pas pour le second, donc pas pour celui qui, publié 6 mois plus tard, a été un best-seller. Donc tous les espoirs sont permis, même après la publication du premier. Ensuite, nous avons la poésie, le théâtre et l'essai. Il y avait cette année, en lice, 13 manuscrits, un tout petit peu moins qu'il y a 4 ans, mais alors, je tiens à dire, soit aux concurrents qui sont là, soit que ça puisse être reporté aux autres concurrents, que le niveau était particulièrement élevé. C'est-à-dire que sur les environ 2800 pages à 3000 pages qu'on devait lire, tous les romans étaient pratiquement très intéressants et se lisaient de A jusqu'à Z sans effort, sans trop d'effort. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable, parce que parfois, quand vous voyez qu'un roman est particulièrement médiocre, vous le commencez, vous tendez les mains, vous essayez de le tenir un petit peu dans vos mains déjà molles, et puis il tombe par terre ou sur votre oreiller, et puis vous reprenez parce que vous avez conscience du devoir accompli, et puis voilà. Puis en fait, ça. Non, cette année, les 13 romans étaient tout à fait intéressants. Et alors, ils se répartissent au fond en 3 grandes catégories. Je dis des choses que Liliane Roscoff, qui devra parler du lauréat, ne peut pas vous dire. Il y a d'abord une bonne moitié de romans autobiographiques, c'est-à-dire où on voit visiblement que c'est inspiré de la vie de l'auteur. Ça n'est pas sans intérêt très souvent. C'est ainsi qu'on a eu un roman qui nous montrait, mais c'est certainement une aventure en partie vécue, que les promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire étaient encore plus requins que ceux qu'on peut avoir chez nous. Et on a envie de connaître l'histoire jusqu'au bout.
de voir comment ça arrive. On a peine à croire aux mésaventures qui arrivent à la personne qui essaye d'acheter une maison à Abidjan. Il y a un autre roman qui fait revivre à la fois, par exemple, l'enfance en Égypte, au début de Nasser, ou juste avant Nasser, juste après, ce qui évidemment est pour nous aujourd'hui un monde totalement disparu, d'autant plus disparu qu'on voit que Claude François était dans la classe de l'auteur. Alors, ça date évidemment tout de suite, mais ce n'est pas inintéressant. Et puis, je pourrais continuer comme ça. Vous avez d'autre part ce que j'appellerais des romans historiques. Des romans historiques. Alors, l'histoire peut remonter à plusieurs siècles. Par exemple, dans l'un de ces romans, très bien écrit, il y avait... on parlait de Galilée et d'un jésuite qui disputait avec Galilée. C'était tout à fait intéressant, peut-être un peu intellectuel, mais aussi bien écrit. Vous avez un autre roman historique, plus contemporain, tournait autour d'un personnage de l'histoire genevoise du XXe siècle, Géo Ultramar. Donc vous voyez que tout est matière à roman. Et puis vous avez évidemment les romans de formation. Alors, généralement, un roman, par exemple, qui se passait entre Genève et la Bulgarie, il y a des scènes tout à fait magnifiques et où une jeune fille décide de renoncer au violoncelle pour se consacrer à l'écriture, etc. Et puis, la dernière catégorie, donc vous voyez, au fond, il y en a 4, pas 3, c'est ce qui vous montre que je sais au moins compter jusqu'à 4, ce sont de vrais romans. Des romans tout à fait imaginatifs, des romans pleins de fantaisie, d'illusions, ou alors au contraire très glauques. Alors je vous dis tout de suite, c'est la seule chose que je dirais, c'est que le roman de Guillaume Rys, qui porte un titre un peu inspiré du tiercé, aujourd'hui dans le désordre, peut-être que vous lui demanderez d'expliciter son titre, et de la seconde catégorie, donc de la première, donc de la catégorie qui n'est pas glauque, la catégorie qui est pleine de fantaisie. Alors voilà ce que les difficultés devant lesquelles se sont trouvés le jury. Donc si les participants qui ont été anonymes et qui le sont restés, nous ne vous dirons pas quels sont les auteurs ou les autrices, dans la mesure où, à partir du moment où ils ont concouru de manière anonyme, le respect de la personne fait que nous conserverons pour le public leur anonymat. C'est au fond tout à fait normal. Mais je peux quand même vous dire qu'il y avait autant d'hommes que de femmes, enfin à peu près, parce que 13 ne se divise évidemment pas par 2, mais il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, et que les âges, pour autant que je les connaisse, parce que je ne connais pas tous, allaient entre 23 et 75 ans. Donc vous voyez que l'éventail est large et ça doit inciter toutes celles et tous ceux qui veulent une autre fois concourir à le faire. C'est donc avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que nous avons découvert que notre lauréat avait 30 ans, qu'il était parfaitement inconnu au bataillon des lettres, le nom n'était pas tout à fait inconnu, et on pouvait penser, surtout quand on a fait une formation d'historien, qu'il devait avoir affaire avec de l'histoire. Non pas que le roman soit historique, au contraire, il est plutôt anticipatif, mais parce qu'à la fin, un petit peu comme un cheveu dans la soupe, mais ça vous pourriez aussi lui demander, il y avait un extrait d'une préface d'un livre très célèbre d'un historien qui s'appelait Fernand Braudel, et la préface, c'est la préface de Philippe II et la Méditerranée, qui explique le temps court, le temps moyen et le temps long. Alors il y a un vague rapport quand même, je le reconnais, avec le roman, mais vous l'expliciterez, ou l'audiatio l'explicitera. Je peux même vous dire qu'en réalité, c'était la préface de la seconde édition de 66, parce qu'en 49, dans la première,
l'auteur n'avait pas aussi conscience qu'après de ce qu'il apportait de nouveau en temps court, temps long, temps moyen. Et au fond, c'est souvent ça. C'est un peu ce que disait, je crois même, Patrick Modiano dans les extraits du discours du prix Nobel de Suède que je viens de parcourir, c'est que parfois l'auteur ne sait pas tout à fait ce qu'il apporte au lecteur et que parfois son livre va évidemment au-delà et touche davantage que lui-même ne pouvait l'imaginer. Alors c'est tout le bien qu'on vous souhaite, chers lauréats. Je vous félicite encore et j'espère que très rapidement, vous allez trouver un éditeur, s'en occupera aussi, dans la faible mesure de nos moyens, de façon à ce que vous puissiez remplir un des articles du règlement, à savoir que le lauréat est censé faire publier son livre de façon qu'on puisse l'avoir dans notre bibliothèque, dans les bibliothèques de la ville, peut-être même au département des affaires culturelles, et que vous ayez donc enfin l'idéal du livre de bibliothécaire, c'est-à-dire sagement posé sur son rayon, avec un demi-centimètre de poussière, montrant qu'on n'a pas touché. Cela étant, quand même, je vous souhaite aussi que ce livre soit lu par de nombreuses lectrices, de nombreux lecteurs, parce qu'ils le méritent, et je tiens au nom du jury de la Société genevoise des écrivains à vous féliciter bien cordialement et bien chaleureusement pour ce prix. À Liliane Roscoff, romancière bien connue, bien connue, pour sa laudatio. Le micro, et puis le micro, si vous voulez. Je ne sais pas, vous demandez. Voilà. Je ne crois pas. Si vous ne faites pas de bruit, vous allez m'entendre. Sinon, vous me direz. Alors, je dois dire que Bernard ne l'a pas dit, mais le jury était très content de son choix. On est ressortis, on est allé boire un peu, on était tous très contents parce que, d'abord, ça a été donné à l'unanimité. Donc, il n'y a pas eu un premier tour, un deuxième tour, comme pour le Goncourt. Et puis, ce livre a quelque chose, je dirais, de tonique, qui enthousiasme. C'est enlevé, c'est léger, c'est spirituel, c'est plein d'humour. Enfin, quand je dis que c'est léger, je pense qu'il faudra y revenir tout à l'heure, c'est pas aussi sûr que ça. Mais enfin, c'est original, ça, c'est garanti. Alors, pour vous mettre dans le bain, j'anticipe pas sur votre lecture, mais je vous lis juste le premier paragraphe. C'est une histoire de... Comme ça, vous aurez un peu l'intuition de ce dont je vais vous parler. La table autour de laquelle patiente Anselme, Louise, Eudes et Phèbre, a été débusquée d'occasion... a été débustée d'occasion le 16 octobre 1983 vers 16h sur un marché aux puces. Centenaire, elle est un bel exemple du vernaculaire valaisan, a plusieurs fois dit Louise. Et elle dispose de belles années devant elle puisqu'elle ne sera taillée en morceaux que le 17 avril 2067 à 10h par le fils de Louise qui en aura assez de ses kilos de bois mort étouffant sa cuisine. Un samedi 1986, elle fut installée au numéro 23 de l'avenue William Fabre, 4e étage, appartement 41, par 2 déménageurs italiens aux ordres de Géraldine Lefebvre, alors jeune maman. Pas dans la salle à manger, dans la cuisine. C'est la cuisine, le lieu d'une vie de famille. Alors effectivement, ça va se passer autour de la table, avec cette famille Fèvre, et puis après dans l'appartement, lieu unique du roman. Ça se passe aujourd'hui, ça se passe en 2018, c'est-à-dire c'est demain. Et les personnages, alors c'est la famille Fèvre, mais il se trouve que la sœur trouve que l'appartement est un peu grand, un peu vide.
Alors elle inscrit cet appartement sur un site associatif du Routard pour que des hôtes y viennent pour y loger, des gens de passage. C'est un peu le Airbnb, mais on ne paye pas, on est invité, c'est tout. Et alors la première, ça débute au moment où la première invitée, hôte, hôtesse, je ne sais pas, va arriver, c'est une Anglaise, il y aura une Américaine, des Neuchâteloises, à la fin il y aura des Chinois. Enfin, c'est un lieu de passage, c'est en 2018, c'est très mondialisé. Et il y a un autre personnage qui est en dehors de l'appartement, c'est la tempête. Alors une vraie tempête, hein. Genève couverte de neige. Et d'ailleurs, Guillaume Risse, je viens de faire votre connaissance, j'entends que vous avez 30 ans. Alors je me demande si vous avez été marqué dans votre enfance par la tempête du siècle, et celle du 20e, et vous avez gardé une vision de cette neige merveilleuse. C'était le cas? Mais alors celle-là, c'est la tempête du siècle, mais du 21e. Alors c'est tout autre chose. C'est pas Genève, c'est la Suisse, c'est la France. Il arrive par la TV des vues épouvantables. C'est une tempête grave. Et alors, en le lisant, j'ai pensé assez vite, avec tous ces jeunes gens qui sont dans un lieu protégé avec une grande menace à l'extérieur, j'ai pensé au Décaméron. Et puis, comme mes souvenirs sont assez vagues sur le Décaméron, j'avoue que je ne crois même pas que je l'ai lu. Bon. J'ai été sur Wikipédia, ça remplace. Et j'ai appris qu'il y avait aussi 10 personnes, enfin bon, je savais, 3 hommes et 7 femmes, comme dans le roman. Et puis il arrive un muet au milieu, il faut voir que c'est un faux muet, comme dans le roman. Et puis il y a cette menace à l'extérieur et ces gens bavardent, vivent, insouciants, et derrière, tous des chaînes. Donc je pense qu'il y a, enfin vous me le direz tout à l'heure, un rapport avec le Décaméron, en tout cas. Vous n'y avez pas pensé? On va dire non, mais... J'ai essayé de remettre en Alors là, je tombe des nues. Non, c'est vrai, ça. Ah, c'est incroyable. Il y a une grande différence avec les Décaméron, c'est qu'ils sont réunis pour se raconter des tas d'histoires, des histoires d'amour. Mais alors, pas ceux-ci. Ceux-là, ils ont des dialogues décousus, des bribes de dialogue, ils parlent de choses très très concrètes, ils répètent souvent la même chose. Et puis, comme c'est mondialisé, ils parlent anglais, ils savent pas bien l'anglais, certains. Comme je dis, il viendra des Chinois, donc ça ne va pas simplifier. Donc, tout ce qui faisait le langage du 14e de Boccace, alors là, non, c'est un autre siècle. Et c'est voulu. Alors, ils ne parlent pas d'amour, mais ils font l'amour, mais sans passion. C'est sympa, c'est cool. Ils ont tous un copain à Tokyo, ou à Berlin, ou je ne sais pas. Et puis, oui, alors, il y a quand même 2 exceptions. Et il y a d'abord le muet. Alors, le muet, c'est curieusement celui qui parle le plus, mais par écrit. Il tape sur sa tablette numérique. Et c'est lui qui parle de lui, c'est lui qui parle de ses idées d'historien, le temps court, le temps long, etc. C'est lui qui dit quelque chose, paradoxe. Et puis, il y a surtout Victoria, l'anglaise. Alors, Victoria, elle parle du projet Gorski. Alors, moi, j'aimerais bien vous raconter le projet Gorski, parce que c'est génial. Mais je ne vais pas le faire, parce que vous allez le lire. Je me permets juste quand même de dire qui est Gorski, enfin dans votre histoire. C'est un PDG de je ne sais plus combien, d'une énorme boîte de distribution de téléphones mobiles. Et puis, à Athènes. Et puis, il se trouve qu'au moment où, enfin, à un moment donné, il prépare l'arrivée, la sortie de l'iPhone, je ne sais pas combien. Alors, il y a une monstre campagne publicitaire, il y a déjà la queue dans les magasins, vous savez, les gens qui viennent à minuit pour être le premier qui achètera le premier appareil à 7 heures. Et au sommet de sa gloire, ce Gorski est pris d'une nausée rabelaisienne et va vomir pendant 8 jours. Et
Bon, il va détruire ses téléphones, ça lui vaudra la prison. Et dans sa prison, il écrit le manifeste, le fameux projet Gorski. Alors, je ne vous en dis pas plus, bon, vous aurez deviné que ça a à voir avec la surconsommation d'objets inutiles, enfin, tout ce que cette avalanche de téléphones peut représenter. Et alors, Victoria en parle, elle n'est pas la seule à en parler d'ailleurs. On en parle à la TV, dans les news, enfin, tout est sur le même plan. À la TV, on passe d'une émission gastronomique à des news dramatiques parce que la tempête se déchaîne en Atlantique. Et puis, on parle du projet Gorski. Et puis, on revient à la cuisine, il y a une vente aux enchères. Enfin, et puis, la tempête augmente, mais vraiment. Et l'appartement commence à être en mode survie. C'est un refuge. Je ne sais pas très bien ce qui se passe dehors. Et là, j'arrête mon récit, parce que je ne vous dis pas la suite. Pas vous aimeriez, mais vous attendez, ça va être sûrement édité, et vous pourrez le lire. Mais cela dit, je trouve que c'est une grande réussite dans la manière dont l'histoire est menée, dans la manière dont c'est raconté. Voilà, il y a beaucoup d'humour. On est tout le temps en train presque de vouloir rire, même si on n'éclate pas de rire. Et il y a quelque chose de paradoxal. Je vais juste vous lire. Au fond, l'auteur raconte des choses très concrètes, voire banales. Ses personnages aussi. Et on est complètement accroché. Par exemple, si vous permettez, je lis encore une petite demi-page. Non, parce que je sais que vous allez lire après. Alors bon, ils en sont à leur xème plat de spaghetti parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour faire des courses. Ils se servent d'une pâtée de pâte et la recouvrent de sauce consciencieusement. Le résultat est épais, avec un arrière-goût de conserve. L'ail ressort nettement. Géraldine Fèvre dit « Bon, on n'a rien fait d'extraordinaire ». Louise dit « Il n'y avait pas de quoi faire quelque chose d'extraordinaire ». Madame Comte dit « En effet ». Judith dit « Ce sera bon quand même ». Julie dit « Bon appétit ». Plusieurs autres disent « Bon appétit ». Ils n'ajoutent rien. Ils prennent soin de ne pas se brûler avec la sauce tomate. Ils soufflent sur leur fourchette et produisent toutes sortes de bruits de bouche. Ils font attention de ne pas se tacher. Ils découpent un coupon de papier absorbant au cas où. Il fait chaud dans cette cuisine. L'air est saturé d'odeur et d'humidité. Les 10 convives semblent souffrir de cette atmosphère lourde et de cette proximité. Le muet écrit « Ce serait bon avec un peu de fromage ». Madame Comte dit « Oui, mais nous n'en avons pas ». Géraldine Lefebvre se lève et se dirige vers le frigo et l'ouvre. Elle en sort quelques produits qu'elle dépose sur le plan de travail. Elle glisse l'entier de sa tête au fond du frigo, puis elle ressort, réarrange les denrées à leur place et retourne à la sienne. Elle dit « Non, vraiment, il n'y a pas de fromage ». Vous voyez, vous riez. C'est tout le temps comme ça et on est accroché. Et je me suis quand même demandé pourquoi, parce que je me dis c'est quand même un tour de force de ne pas quitter ce plan-là et d'accrocher comme ça le lecteur. Alors j'ai imaginé, si c'est pas juste, vous me contredirez, mais qu'au fond, vous prenez la position d'un observateur amical, très minutieux et très distant. Et on sait le rôle de la distance en art. Et puis, il regarde ces personnages un petit peu comme des insectes, sans hiérarchiser leur comportement. Ils font ça, ça et ça, il n'y a rien qui vaut mieux qu'autre chose. Il décrit, c'est tout. Et curieusement, quand vous parlez des meubles qui sont chargés d'histoire, qui ont vécu plusieurs générations, on dirait presque que vous êtes plus lyrique, que vous leur donnez presque un supplément d'âme que vous refusez aux personnages. Et c'est assez étonnant, ça fonctionne très bien. Ces gens sont assez mystérieux, ils sont insouciants, bavards. Et on en vient à se dire, oui, parce que tout ça tient parce que l'arrière-fond, lui, n'est pas léger du tout. L'arrière-fond est carrément dramatique. Cette tempête, vous le dites, est due au dérèglement climatique. On ne sait pas quand elle va s'arrêter. C'est les prémices de quelque chose. Et c'est grave, en tout cas aussi grave que la peste dans le Décameron, voire plus.
Alors on se dit, ces gens inconscients dans leur appartement, c'est nous, inconscients, insouciants sur notre planète. Et ça donne évidemment à ce livre qui est drôle un arrière-fond grave et intéressant. C'est comme ça que je l'ai lu. Comme disait Bernard, le lecteur fait son livre à lui aussi. Mais voilà. Alors je vous félicite. Et surtout, je souhaite bon vent au manuscrit. Il va trouver un éditeur et j'espère qu'il trouvera beaucoup de lecteurs. Voilà. Merci beaucoup. Bien, alors maintenant que vous êtes alléchés, vous allez écouter quelques pages choisies par l'auteur lui-même. On ne connaît pas. Enfin oui, peut-être que je reconnaîtrai les pages, mais enfin, de son livre qui s'appelle, je vous le rappelle, Aujourd'hui dans le désordre. Merci beaucoup. J'aurais besoin de ça. Merci infiniment, Madame Prescott, pour ce que vous êtes, pour tout ce que vous avez dit. Ça me fait très, très plaisir. C'est une vraie grande première pour moi qu'on parle de ce que j'ai écrit. C'était tellement secret et personnel. Et tout à coup, voilà, on en parle. Je vais vous en lire des extraits. Ça me fait drôle et ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. J'ai l'habitude de parler en public parce que je suis prof. Mais là, j'ai vraiment eu la bouche aussi sèche que juste maintenant. Alors, je vais prendre un peu au milieu. Beaucoup de personnages dont je vais parler, vous ne savez pas très bien qui c'est, mais je trouvais plus sympa de montrer un moment où il y avait plusieurs personnages dans cet appartement. Puis, vous avez compris, l'histoire se construit sur tout ce monde qui arrive dans cet appartement. Alors, je suis un peu au milieu du livre. Comprenez ce que vous arrivez à comprendre. En quittant le hall d'entrée, Géraldine Fèvre est prise d'un certain étonnement alors qu'elle découvre dans son salon, elle considère toujours qu'il s'agit de son salon, son fils Anselme en conversation avec 3 jeunes filles et son fils Eudes en conversation avec une 4e. Il lui apparaît que son salon connaît une vie nouvelle. Louise est quant à elle heureuse de trouver tant de chaleur dans son salon, elle considère aussi qu'il s'agit de son salon, c'était bien l'objectif. Avec plaisir, elle présente sa mère et Madame Comte au groupe. On demande aux nouvelles arrivantes si elles n'ont pas été surprises par la neige, et on s'étonne d'apprendre qu'elles ont tenté l'aventure en voiture. On pousse de petits cris lorsqu'on entend que la voiture bloque une portion considérable de l'avenue de Fontenay, et on applaudit l'exploit accompli lors de la traversée du Remblai. On s'inquiète de l'évolution de la situation, et on se dit qu'on est nettement mieux au chaud. Géraldine Fèvre n'a pas parlé anglais depuis longtemps, mais en son fort intérieur, elle se trouve très à l'aise. Et elle s'en félicite. Madame Comte, qui ne veut pas passer pour moins polyglotte que son amie Géraldine, ponctue, commente et rit beaucoup afin qu'on comprenne bien qu'elle comprend bien. Julie et Judith continuent comme à leur habitude, l'une satisfaite qu'on ne lui pose pas trop de questions, l'autre s'efforçant de saisir quelques bribes. À l'écart, Eudes et Anselme conversent en aparté. T'as maté l'américaine s'enquiert le cadet. Putain, ouais, confirme l'aîné. Hein, souligne le cadet. C'est clair, garantit l'aîné. Les 2 frères se comprennent bien. Et ta stature, pas vue. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. Et l'anglaise? Quoi l'anglaise? T'en penses quoi de l'anglaise? Bof. Quoi bof? Anselme soudain se doute de quelque chose. Pourquoi tu? Claire. Bien. Parce que je suis un type accueillant. Contrairement à moi, disons que tu te forces pas. Je me force pas. Tu te forces pas. Anselme devine que son frère lui reproche quelque chose sans pour autant concevoir dans quelle mesure ne pas se forcer pourrait être condamnable. Peu importe, il s'en va faire plus ample connaissance avec l'américaine. Géraldine Fèvre apprend alors incidemment que Victoria dort ici ces jours-ci et elle demande ce qu'il en est de Julie et Judith. Alors sans même savoir que l'américaine aussi est de la partie, elle se tourne vers sa fille et demande quelques éclaircissements. Louise saisit l'occasion de faire une apologie magistrale du site associatif de Routard, qui capte l'attention de tous et qui passe donc du français à l'anglais. Les termes utilisés sont hyperboliques. Elle dit combien c'est inévitable et sensationnel, qu'il suffisait d'y penser, combien c'est si bien car c'est si simple. Elle se montre persuasive et tout le monde se laisse persuader. Alors, quel enthousiasme au salon. À tour de rôle, comme les convives de Socrate à propos de l'amour, chacun célèbre l'accueil. Enthousiasmée par les élans de sa fille, Géraldine clame que la nouvelle génération, vraiment, Victoria, bouleversée, indique que la nouvelle génération, parfois pas tellement,
Mais là, oui, en effet. L'américaine croit que c'est l'avenir. Et pour plaire à l'américaine, même Anselme dit oui, vraiment, c'est l'avenir. Julie et Judith secouent la tête avec énergie. Les joues de Géraldine Fèvre s'enflamment. Louise évoque le prix d'une chambre d'hôtel à Genève et ne m'en parlez pas, confirme Madame Comte, qui évoque à son tour des gens qui, toujours seuls, souffrent d'être ainsi toujours seuls. Ce à quoi Géraldine Fèvre ajoute oui, et c'est triste alors qu'il est si simple de, qu'interrompt Madame Comte, oui, si simple d'accueillir. Et la nécessité des voyages, dit en effet l'américaine. Car les conflits, commence Géraldine Fèvre, les conflits arrivent quand on se connaît mal, termine Madame Comte. Et si les gens voyageaient davantage, ajoute Victoria, mais évidemment c'est si cher, rappelle Louise, comme tu fais bien, dit Madame Comte, et Géraldine Fèvre, oui vraiment Louise, tu, mais à cet instant, un coup de sonnette se fait entendre, qui interrompt Géraldine Fèvre et qui surprend tout le monde. Louise se lève, dit pourtant qu'elle n'attend personne, et avec un sourire que là, ça va, on est assez, et qu'il ne s'agit sans doute que d'un voisin. Elle traverse le hall, et c'est un inconnu qui se trouve à la porte, un grand type élégant, un muet. Le muet a une tablette informatique à la main, et sur cette tablette, il entame une présentation. La première diapositive indique en français « Bonjour ». La seconde « Je suis muet ». Voilà comment, aussitôt, Louise sait que l'inconnu est un muet. La troisième diapositive explique « J'ai découvert votre appartement sur Internet ». La quatrième « Je me suis dit que je pourrais passer ». La cinquième « J'étais dans les parages ». Un haussement d'épaule ponctue la cinquième diapositive pour insister sur le caractère spontané de cette démarche. La sixième présente quelques excuses. Vous me pardonnerez de ne pas avoir appelé. La septième développe. Je serais content de faire votre connaissance. Les huitième et neuvième nuances, mais il suffit de dire « et je monte ». Voilà. Je vais vous en lire un autre. Alors, Madame Roscoff a déjà raconté ce passage, mais je vous le lis comme ça, vous verrez comment c'est écrit. C'est cette histoire de Mikhaïl Gorski, ce grec qui vit un moment difficile. Grec, Mikhaïl Gorski n'était rien moins que le président-directeur général d'une compagnie de téléphonie mobile de son pays. Comme les fois précédentes, plus que les fois précédentes même, il avait préparé avec soin la sortie du nouvel iPhone, annoncé de même que les fois précédentes, ou davantage, comme une révolution. Les renforts publicitaires furent grands, l'opération serait sans risque tant l'objet était attendu. La compagnie avait passé commande de 2 fois plus d'appareils que la fois précédente et les bijoux furent réservés d'avance. Ce serait la cohue, un chiffre d'affaires inouï. Mikhaïl Gorski fêtait tout juste ses 40 ans. Ne pouvant dormir la veille du grand jour, s'étant plusieurs fois tourné et retourné dans son lit, ayant rejoint le salon pour fumer et boire, n'y tenant plus, il quitta son luxueux appartement au milieu de la nuit, au bras de sa compagne, qui était elle aussi très excitée et avait avalé force vodka. À bord de sa luxueuse voiture, il roula jusqu'au centre-ville et fit le tour des vitrines du groupe. Il était 4h30 du matin, et devant chaque boutique, une petite file d'attente s'était déjà constituée. Des impatients qui luttaient contre le sommeil et qui seraient les premiers demain devant leurs collègues. Mikhaïl Gorski en grognait de plaisir. « Regarde ces gens, disait-il à sa compagne, je suis leur messie. » Sa compagne, qui était tout à fait jeune et séduisante, lui répondit d'un mordillement de lèvres et d'un gonflement de poitrine, expression du sentiment de fierté qui la gagnait à l'idée de traverser la nuit aux côtés d'un tel homme. Ces gestes, qui venaient confirmer le jugement que Mikhaïl Gorski portait déjà sur sa personne, suscitèrent chez lui une poussée de désir et le projet de l'assouvir aussitôt. Une main sur la cuisse de sa compagne, accélérant plus que de raison, il fila jusqu'à sa plus proche boutique, jeta un dernier coup d'œil brûlant aux futurs clients attroupés, gara sa voiture à cheval sur un trottoir et entraîna sa compagne par une porte arrière dont il conservait les clés. Alors, sur des cartons dans l'arrière-boutique, Mikhaïl Gorski sauta héroïquement sa compagne. Lorsqu'ils eurent terminé, bien heureux et à bout de souffle, ils contemplèrent le désordre qu'ils avaient imposé au dépôt, les boîtes d'iPhone numéro 5 éparpillées par les coups de rein du PDG. Ce dernier lança à cette occasion un trait d'esprit qui jouait sur la sonorité du mot pomme et une expression grecque qualifiant les testicules. Ses esclaffements vibrèrent jusqu'au sommet des étagères. Ensuite, il se leva, ferma son pantalon, ramassa quelques boîtes qu'il empila en meilleur ordre et s'affaira à quelques étirements consciencieux, ne devient pas PDG qui veut, de la nuque, des épaules et des cuisses, tandis que sa compagne s'était mise en quête de quelque chose au milieu du désordre, s'aidant de son téléphone portable comme d'une lampe de poche. C'est à cet instant précis, on le sait par la description qu'en donne Mikhaïl Gorski dans son manifeste. À cet instant exactement, ce qui justifie par ailleurs la narration de cet épisode érotique dans le dit manifeste. À cet instant donc,
que Mikhaïl Gorski connut les premières manifestations de ce qu'il nommerait plus tard sa nausée des 6 jours. Alors que sa compagne prolongeait sa recherche parmi les ombres, Mikhaïl Gorski fut pris d'un écœurement. Un spasme commencé comme un renvoi d'alcool et remonté des intestins jusqu'à la gorge lui embrasa la bouche, le fit porter une main à ses lèvres et l'envoya rouler jusqu'à terre. Il s'effondra d'un coup et son crâne heurta le fer souple d'une étagère. Allongé sur le sol, sonné, il contempla les petites boîtes blanches, neuves, qui semblaient danser devant lui. Il escalada lentement les rayonnages et se traîna jusqu'à la porte. Ayant quitté la remise, il échouait dans le magasin. Alors il les vit. Pour la première fois, il les vit vraiment. En randonnion, là, partout, les iPhones, les Samsung, les Nokia, Ericsson, BlackBerry, des écrans qui ne tenaient pas 2 ans, plastique friable, les vitres cassantes, et il savait qu'il y en avait d'autres dans le tiroir, une masse de plastique et de verre et d'acier, et cette multitude lui semblait croître, se rassembler en un monstre sordide, glisser par les fissures et par-dessous les portes comme une eau insalubre, qui remonterait des égouts pour inonder de peste toutes les familles sur les trottoirs. Et il perdit connaissance. Sa compagne, alertée par le bruit que fit son crâne percutant cette fois le sol pour de bon, tenta de le réanimer de quelques généreuses claques, tandis que les futurs clients se pressaient contre les vitres pour observer la scène obscène qui semblait se jouer à l'intérieur. Elle parvint admirablement à porter Mikhaïl Gorski jusqu'à sa voiture et le reconduire chez lui. Il passa la nuit sur les toilettes, manquant finalement la sortie de l'iPhone numéro 5, qui fut au demeurant un succès. Les jours qui suivirent, Mikhaïl Gorski fit le tour de ses entrepôts et les redécouvrit avec effroi. À nouveau les fers et les plastiques, et désormais les cartons, qui recelaient d'autres cartons et d'autres plastiques, avec leurs modes d'emploi et leurs accessoires, sur des ballettes en bois et en ferraille. Toute cette matière l'ensevelissait. La nausée le rattrapait à chaque visite, suintant des étals qu'il détaillait à mi-voix, batterie, chargeur, écouteurs, enceinte, adaptateur, coque de protection, film plastique de protection, housse de protection, autocollant, microvis. Les mots perdaient leur sens dans ce mélange. Mikhaïl Gorski tenait à peine debout, il ne vomissait plus mais de justesse, il gardait son dégoût en dedans, qui cuisait, et cela dura 6 jours d'un effroyable cauchemar. Au 7e jour, Mikhaïl Gorski reprit les choses en main. Armé d'un costume 3 pièces et de ses cheveux rares appliqués au peigne fin, le jeudi 8 novembre 2012 au matin, il se rendit au centre d'importation de l'entreprise où sommeillait le gros du stock, sous haute surveillance, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale. Profitant de sa notoriété au sein de l'entreprise, son portrait figurait en bonne place dans tous les bureaux, il fut accueilli avec déférence par les huissiers qui le voyaient rarement se balader ainsi au pied de l'échelle et se sentir flatté, un tantinet inquiet. Profitant de son aplomb naturel, de sa capacité à donner des ordres sans susciter de questions, il commanda les manutentionnaires en service et interrompit le déchargement d'un semi-remorque. Il exigea son rechargement immédiat et la complétion de sa capacité par d'autres appareils. Le camion fut rempli à ras-bord. Enfin, fort d'un permis de conduire hérité de son passé d'homme qui s'est fait tout seul, il quitta la centrale au volant du poids lourd. Le calme affecté qui avait présidé à cette première phase de l'opération eut un effet positif sur Mikhaïl Gorski, et la perspective d'avoir à sa merci plusieurs tonnes de marchandises le rendit tout guiré. Aussi, c'est en chantonnant qu'on le vit se ravitailler en route à une pompe à essence et proposer à la caisse quelques remarques avisées sur le cours du brut. Il remplit à ses frais le véhicule d'un flot de 200 litres qui lui retournèrent un peu l'estomac, mais n'altérèrent pas son excellente humeur. Il reprit sa route et rejoignit bientôt une déchetterie où il profita de la corruptibilité du fonctionnaire en service pour se voir ouvrir les portes et indiquer les piles de déchets devant être conduits à l'incinérateur. Ce jour-là, vers midi, quelque part dans une déchetterie de 20 minutes au nord d'Athènes, pas moins de 33 palettes portant chacune 60 cartons contenant chacun 80 à 100 téléphones flambant neufs et divers accessoires, toutes marques confondues, flambèrent, soit près de 200 000 objets, valant pour les moins chers une centaine de dollars sortis d'usine, 500 $ en boutique. Le calcul serait présenté au procès. La nausée, pendant ce temps, s'était évanouie. Mikhaïl Gorski roulait en direction du bord de mer, où il passa 3 jours de grande quiétude, rédigea son manifeste, écrivit quelques lettres à ses proches et mangea du poisson grillé dans le soleil couchant. Il se rendit ensuite à la police, confessa son geste et fut conduit en prison, où il séjournerait un peu plus d'une année. Vos questions pour tout à l'heure. Je donne maintenant la parole à Dominique Berly, conseiller culturel auprès de la ville de Genève. Merci beaucoup. Qui va vous dire 2-3 mots et vous remettre le... Extrêmement bref, parce que c'est l'heure de boire et pour l'égotisme. Simplement, bon, Genève est une terre d'écriture.
l'écriture depuis longtemps, on ne va pas remonter à Rousseau, à Miel, à Das, voire à Bouvier. Pour qu'elle continue à rester, effectivement, les collectivités publiques, et notamment la ville de Genève, ont pris un certain nombre d'initiatives de bourses et de prix, et le prix de la Société genevoise d'écrivains depuis fort longtemps est l'une de ces initiatives. Mais il faut relever, et s'il y a eu d'excellents manuscrits, effectivement, pour candidater à ce prix, c'est aussi qu'il y a une vie littéraire quand même très foisonnante. À Genève, je crois qu'on a beaucoup de chance et qu'il faut accompagner cette chance, accompagner ces efforts. Notamment, alors, bien sûr, au niveau des écrivains, il y a aussi maintenant des lieux. La Maison de Rousseau et des littératures est un lieu qui, justement, est un peu phare, un peu emblématique aussi de ce qu'on peut faire avec à la fois une figure tutélaire et des écrivains, des écrivaines actuelles de maintenant qui viennent présenter leur travail et devant les lecteurs. Ça, c'est une belle chose. Rappelons aussi que le Salon du Livre à Genève est aussi un lieu assez fort, assez emblématique, qui est en pleine renaissance. On peut aussi parler de toutes les petites initiatives, les lectures dans les librairies, dans les librairies indépendantes, qui maintenant vivent aussi en présentant des écrivains et des écrivaines au public. Des initiatives comme l'atelier d'écriture de la Haine au MAMCO, comme la galerie, ce petit endroit au Paquis qui présente aussi des lectures. Enfin, on sent qu'il y a toute une ferveur qui s'articule autour des gens. Il y a aussi des manifestations, comme la Fureur de lire, qui va d'ailleurs être prise par la MRL, ce Fureur en mai. Il y aura Poésie en ville qui continue, enfin comme ça, tout un certain nombre de choses, et cet engouement autour de la lecture prononcée, autour de la lecture prononcée par les auteurs, est quelque chose, je crois, qu'il faut accompagner, parce que c'est le signe d'une cité qui croit en l'expression écrite, à l'heure où effectivement d'autres vecteurs essayent de prendre un peu la place de cette belle chose et auquel on croit tous. Et je crois que votre présence ce soir, aussi nombreux, est aussi le signe de cette foi en l'écrit, et de voir émerger comme ça des auteurs nouveaux, et puis des textes, et puis de les lire, et simplement la parole entendue. Je crois que c'est une belle chose. Également, une chose à Genève qu'il faut remarquer, c'est la présence de l'éditeur. Alors, il y a des éditeurs bien sûr connus comme Zoé ou Labouré Fides, Lisane, Connière ou Métropolis, mais il y a aussi des micro-éditeurs. On peut les appeler micro-éditeurs, qui viennent d'ailleurs de tenir un salon au Grand Saconner. Effectivement, on va à Salle, que ce soit Samizdat, Dessam, Fraîche, Diane-Bernec, une magnifique maison d'édition de poésie. Voilà, c'est aussi le signe d'un foisonnement littéraire de gens qui croient aux auteurs, qui les recherchent, qui leur ouvrent les portes. C'est pas si facile pour un auteur de se faire éditer, c'est tout le mal d'ailleurs que l'on vous souhaite. Et voilà, donc je vous remets ce prix de la Société genevoise d'écrivains, fait par la ville de Genève. Et je faut peut-être quand même voir si tel ou tel souhaite vous poser une question après avoir entendu votre texte et entendu Liliane Roskopf. Est-ce que quelqu'un se lance? Oui, Madame Vernet. C'est votre premier texte publié, donc, hein, c'est ça. Alors, il n'est pas publié. Oui, pas publié, c'est votre premier texte. Écrit. Vous arriviez au bout de votre premier texte, oui. C'est le deuxième texte que je termine. Le deuxième, j'en ai écrit un avant, qui n'est pas publié, et de même que celui-là ne l'est pas. Et voilà, j'en ai terminé deux, à peu près d'une longueur semblable. Voilà, c'est le deuxième en fait. Et vous avez travaillé longtemps dessus? Vous l'avez repris beaucoup, retravaillé? Oui, c'est long, et je travaille un peu quand j'ai le temps. Je suis enseignant et j'ai des semaines, j'ai parfois 2 mois où je ne peux pas du tout écrire. Et j'écris beaucoup pendant les vacances, de temps en temps quand j'ai un peu plus de temps, le week-end. Et j'ai mis en tout cas 2 ans pour écrire ce texte. Mais vraiment, il y a des périodes où j'avançais bien. Puis c'est aussi parfois, on avance bien, on ne sait pas trop pourquoi. Et des fois, c'est un peu bloqué. Mais je crois que les toutes premières idées, c'était il y a 2 ans. Puis je l'ai un petit peu pressé là, pour le présenter au prix. Et je l'ai vraiment fini il y a 2 mois. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Pour l'histoire Vous elle-même, êtes parti, oui, vous êtes parti de... alors j'avais vraiment cette idée de... J'avais cette espèce d'image d'un appartement qui se remplissait de monde, et c'est parti vraiment juste de ça, et je crois que quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas du tout où l'histoire allait. Je l'ai su un peu à mi-chemin, quand j'étais au milieu du livre, je savais comment ça se terminait, mais j'ai commencé comme ça. Je pense que surtout comme j'ai peu de temps pour écrire, si je sais déjà au début comment ça va se terminer, je risque de me démotiver, je risque d'en avoir marre. Je crois que j'étais content de laisser ouvert et de ne pas exactement savoir où ça allait. Alors là, j'ai commencé comme ça, avec... j'ai vu le début, peut-être les premières 20 pages, c'est un peu comme une nouvelle, peut-être. C'est un peu rassurant de se dire on écrit 20 pages qui tiennent toutes seules. Comme ça, on a déjà une petite chose qui est achevée après ça. Puis après, j'ai dit, allez, je continue un petit peu. Et voilà, puis j'ai construit comme ça petit à petit. Et vraiment, au tout début, je ne savais pas vraiment quelle était l'histoire. Voilà. Il y a une question là au fond. Bon, d'abord, Vous parlez fort, on vous entend bien là. je veux féliciter Guillaume pour ce prix. Il faut savoir que parmi ses amis, pas tout le monde était au courant qu'il entretenait cette passion, enfin, qu'il écrivait. Pas beaucoup. Et c'est vrai que pour l'avoir entendu, parce qu'il fait aussi de la radio où il lit des textes, cette passion pour l'écriture était déjà là. Moi, ce que j'aimerais juste savoir, c'est est-ce que ce prix, ça va changer quelque chose dans comme tu vois le futur? Est-ce que tu comptes toujours être prof et puis... On gagne pas sa vie avec Je te remercie. Alors, non, je vois ça comme une activité qui me plaît beaucoup et je suis très content. Je serais très content d'être édité, mais je ne vois pas ça comme une profession du tout. J'enseigne à 80%. Si ça me permet de rester à 80% pour avoir un petit peu de temps, je serais content, mais pas plus que ça. Puis, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de faire que ça, parce que c'est un peu solitaire comme activité. Et j'aime bien mon métier par ailleurs. Le directeur n'est pas là. Mais non, alors c'est pas du tout mon intention. Mais j'aimerais en écrire d'autres. D'abord, je félicite Guillaume Risse au nom de la direction du Collège Sisley. Les propos sont évidemment rapportés. Je tenais à le dire. On est un certain nombre ici à connaître Guillaume Risse. Il y a un certain nombre de collègues qui sont là aussi. Bernard Lescas parlait tout à l'heure de la part autobiographique dans un récit. Or, c'est vrai que j'étais un peu étonné tout à coup de ces préoccupations millénaristes dont on a entendu parler. Et je me demandais donc finalement quelle était la part autobiographique dans ce roman, sachant que... Tous les récits. Non, sachant qu'il y a toujours une part de vécu personnel dans un récit. Alors, justement, le premier texte que j'avais écrit, je crois que c'est assez traditionnel quand on commence, ça a été raconter un peu, commencer par partir d'épisodes que j'avais vécu. Je crois que c'était assez facile, ça facilite aussi de parler de choses qu'on connaît. Celui-là rien n'est strictement parlé autobiographique. Il n'y a aucun épisode que j'ai vécu strictement. Et puis, tout l'est, parce que mon but est d'écrire quelque chose de réaliste, et je me dis que si je peux faire quelque chose d'intéressant, c'est en quelque sorte d'être un peu témoin de ce que je vois, et pas, je sais pas, de la science-fiction. Et du coup, les dialogues que se tiennent les personnages entre eux, il y en a beaucoup que j'ai tenus d'une manière ou d'une autre, et donc beaucoup de choses sont inspirées, mais il n'y a pas un personnage qui est l'équivalent de quelqu'un que je connais dans la vie, mais des traits de caractère que je retrouve. Beaucoup, vraiment. Je crois qu'on peut tracer. Quand mes parents lisent le roman, à chaque 2 pages, ils disent ah ça c'est lui, ça c'est ça. Et ils ont raison parce que je glisse toutes ces choses là. Oui. Bien. Alors, bien sûr, il vient de sortir, mais moi j'ai pensé, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Interstellar. Non, mais... Alors, allez le voir, parce que ça n'a rien à voir avec votre roman, mais il y a un point quand même, un dénominateur commun, c'est que le début d'Interstellar, il y a aussi un dérèglement climatique épouvantable. C'est pas oui, enfin, c'est une tempête, c'est la poussière qui envahit tout. Et je trouve intéressant de penser que les deux partent d'un même constat, en quelque sorte. Après, ils vont dans une autre planète, donc ça n'a rien à voir. Mais j'entends, ça vous intéressera quand même. Ah, bien sûr. Oui, je suis sensible à ça, au dérèglement, et je voulais le glisser, pas trop l'appuyer, c'est pas non plus un plaidoyer écologiste, mais c'est quelque chose qui m'inquiète, enfin, comme beaucoup de gens, et j'avais envie de mettre de ça dans ce roman. Merci.
Merci. Quelqu'un encore souhaite poser une question? Ou la soif prénomine? Madame. Bon, je te connais bien, Guillaume, je voulais te demander, est-ce que... Je voulais simplement te demander, pour les situations en effet dont tu parlais, je vois très bien ce que tu as vécu, parce que bon, je te connais bien, mais je vais te demander, est-ce que ce personnage de Gorski, c'est ça? Oui. Est-ce que tu t'identifies à lui? Oh, non. pas tellement. C'est pour quel passage? Tu identifies, parce que tu es un peu ce spectateur, mais comment tu te poses toi par rapport à ce personnage? Parce qu'en effet, c'est le personnage central, il me semble. C'est un personnage important qui fonctionne un peu en écho à l'histoire principale, parce qu'il est un peu distant et il n'intervient pas directement. Et parfois, en avançant dans l'écriture, je devenais un peu cynique avec lui et je me moquais un peu de lui, puis j'aimais pas trop ça. Alors quand je le devenais, j'essayais de me restreindre et de le traiter avec plus de recul, parce que c'est une espèce d'idéaliste, très très idéaliste. Et son idéal, je le partage assez. Je pense qu'après, il propose des choses un peu extravagantes. Mais son état d'esprit, après cette nausée, etc., oui, de manière moins maladive, mais je l'ai aussi. Mais il y a quelque chose là-dedans. Ah oui, c'est très vite. Alors, je voulais vous demander, d'abord je vous félicite, je me suis bien marrée. Dans partie du jury. Et je voulais vous demander quelle idée vous aviez derrière la tête d'avoir choisi la Grèce? Ah oui, alors bon, ça c'est peut-être une espèce de petit hommage. J'ai une grand-mère qui était grecque et j'ai une voilà, je suis pas grec, je parle pas grec et ça, mais j'ai une affection comme ça. Et il fallait le situer quelque part un peu lointain. Et j'ai pas tout de suite situé en Grèce, ça a un peu voyagé, j'étais pas sûr. Et puis après, je me suis situé là. Ça pourrait être ailleurs. Je voulais vous demander si au fond, mais après, voyons comment vous disiez, si au fond c'était l'idée, non, les philosophes qui nous ont amenés ou autre chose, si c'était pas une manière de dérision de nous dire entre la nausée, une sorte de métaphore, disons, de la Grèce elle-même. J'ai pensé à ça aussi, puis j'ai pensé à la crise grecque, la crise économique, et je me suis dit que c'était aussi un lieu où on avait peut-être envie de faire autre chose, un autre système, mais encore une fois, je sais pas, j'ai cette idée, pour moi la Grèce c'est quelque chose qui est un petit peu familier, comme j'ai dit, puis qui nous semble lointain, qui me semble lointain, parce que la langue n'a rien à voir, parce que au contraire de tous les pays latins qui nous entourent, on sent une proximité, puis l'Allemagne, on a appris l'allemand, etc. Ça me semble quelque chose d'un peu exotique, puis ça plaçait ce projet un peu à distance. C'était aussi la raison de choisir ce pays. Voilà. Est-ce qu'il y a encore... Rémi. Guillaume, je t'ai vu dimanche soir jouer dans un orchestre symphonique. Un petit orchestre de chant. Un petit orchestre de chant. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien, ou est-ce que cela te repose pour l'écriture, ou est-ce que ton écriture s'inspire de cette musique que tu joues, que tu pratiques en groupe? Puisqu'il y a beaucoup de jeux sur le groupe, est-ce qu'il y a un développement à partir de cette idée? Est-ce qu'il y a quelque chose de jouer ensemble? En tout cas, alors, je vais tourner la question parce que je n'arriverai pas à y répondre. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais au collège et au début de l'université. J'en fais peu maintenant, très peu à certaines occasions. Et en tout cas, la musique m'a habitué à travailler, à me concentrer longtemps sur quelque chose, à être assez exigeant. Et aujourd'hui, cette exigence, je l'ai un peu dans mon travail d'écriture. Alors, s'il y a un lien entre les deux, c'est peut-être ça. Mais oui, ça me plaisait bien l'idée que c'était une histoire avec beaucoup de personnages. Ça permet aussi d'amener des surprises. Et
Après, à la toute fin, ils sont 18 en tout, il fallait un peu gérer tout ça. Peut-être que j'arrive à... Parfois, je me disais, est-ce que j'ai parlé de tous? Est-ce qu'il y en a un? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant ce temps? Et donc, j'essaye de garder un œil sur chacun des personnages. Et peut-être que la musique m'aide à ça. On sent qu'il y a une partie de musique et une partie de classe. Ah oui, alors ça aussi, j'ai l'habitude de voir. D'essayer de voir. Merci beaucoup. Merci. Bien, est-ce qu'il y a encore une question rentrée qui veut sortir, exploser? Non? Alors, si tel n'est pas le cas, je félicite encore Guillaume Ries, on l'applaudit bien.